Lecture, donc lecture, achat, hein, vous connaissez le principe. Souvent, j'achète et je lis, donc c'est pour ça qu'on va coupler les deux. Et des trucs, des fois, bah, je vais décider de lire maintenant, donc je les lu. Et il y a des fois, j'ai même sorti là des vieilles chroniques. Je me suis dit, tiens, on va les faire, c'est le moment. Mais j'en ai mis beaucoup, donc du coup, on va voir si je vais tout faire. Alors, il est où? Où qu'il est, où qu'il est, où qu'il est? Le premier, j'ai déjà perdu le premier, super. Alors, toc, non. Ah, voilà. Alors, première lecture, c'est un manga que j'avais acheté il y a quelques temps. Et je vais chercher les autres. Allez, bientôt prêt. Du coup, c'est ce manga. Toc, celui-ci, Ivre du Japon. Donc, Ivre du Japon, de J.P. Nishi. Alors il faut savoir, J.P. Nishi, à la base, j'avais connu ces trois livres. Donc c'est mangaka qui va venir à Paris. Et donc comme il vient à Paris, il va raconter la différence culturelle, les difficultés, etc. Donc on est sur du dessin humoristique, on va dire, un peu caricatural. Et il avait fait donc trois volumes. Et il a même fait une suite avec sa femme, du coup, et son enfant, à Nos Amours. Donc pareil, même graphisme, des petites blagues sur sa vie, les différences culturelles et tout ça. Je dirais que autant Paris, tout ça était sympa. À Nos Amours, on va dire, était un peu moins intéressant, mais j'en reparlerai mieux quand on fera les mangatech. Et il a décidé de faire encore un volume uniquement centré sur sa femme. Alors il faut savoir que sa femme, c'est pas non plus une personne lambda. Donc Karine Poupée Nishi, Poupée de son prénom d'avant. Et donc Karen, pardon. Karen, en fait, je me trompe de nom. C'est une journaliste au Japon qui a une vie assez remplie et qui a écrit plusieurs livres sur le Japon ou sur le manga. Donc notamment l'histoire du manga. Il est où celui-là? L'histoire du manga, c'est celui-ci. Hop. Ah, c'est bien Karine, ouais, voilà. Tu vois, il a appelé Karen, mais là, c'est bien Karine. Moi, je m'étais pas trompé. Donc voilà, l'histoire du manga. Donc là, il n'y a pas d'image hein, à colorier. Donc du coup, qui reprend toute l'histoire du manga. Alors c'est une vieille édition, mais ça a été réédité 15 fois. Et donc, après ces trois livres-là, comme je vous ai expliqué, donc ce livre sur sa femme, on apprend qu'elle travaille dans l'audiovisuel avant d'être journaliste. Et je l'ai un peu acheté par automatisme. Je me suis dit, bon, allez, t'es pas un livre prêt, prends-le. Mais j'avouerai que j'étais pas non plus hyper hypé, je m'attendais pas à grand-chose. Et finalement, eh ben, c'était plutôt intéressant. C'était plutôt intéressant parce que, enfin, en tout cas, la première partie du manga était intéressante, puisqu'on va découvrir sa découverte du Japon, mais un Japon des années 80-90. Quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, un Japon qui était très différent, un Japon qui n'avait pas la visibilité qu'on a maintenant du Japon et qui était beaucoup plus difficile d'accès, avec une image très caricaturale du Japon quand ça arrivait chez nous. Hein, les fameux entre tradition et modernité, vous connaissez. Et on découvre justement via ces yeux d'occidentaux qui n'avaient pas Internet à l'époque, n'avaient pas au pire peut-être un guide de voyage à tout péter. On découvre le Japon, cette époque, hein, et c'est super intéressant de voir un peu les quartiers ou même les fans de technologie, donc les téléphones portables, le e-mode, etc. Les choses qui n'existaient qu'au Japon à l'époque, avant, enfin qui avaient une avance incroyable avant d'avoir un retard énorme les années après. Et en même temps, on va suivre aussi le parcours de Karen qui est plutôt intéressant. Et notamment, ben, elle va travailler dans l'audiovisuel, puis comment elle va devenir en fait journaliste au fur et à mesure, comment elle va écrire ses livres, comment elle va travailler donc à l'agence, euh, enfin l'AFP. J'ai oublié ce que ça veut dire chaque lettre. Hein. Et aussi comment elle a rencontré son mari, hein, donc qui est mangaka, comment dire, un peu par hasard, je dirais. Enfin, et donc ça, voilà, c'était assez intéressant. La deuxième partie, c'est plus, c'est moins, un petit peu moins prenant. C'est-à-dire que
Le manga qui est sur la vie de Karen va à un moment se concentrer sur la vie du mari, sauf que le mari il a déjà eu 3 livres, c'est son mari qui écrit. Et à un moment, bon, ben, le mari qui arrive à Paris, etc., t'es peut-être pas obligé de faire 2, 3 chapitres dessus, tu aurais pu faire ça en quelques pages, juste pour expliquer, et ça aurait raccroché le wagon pour votre rencontre. Donc un résumé aurait suffi. Et après, ça mélange un petit peu de la mélange de vie de famille avec elle, chose qu'on a déjà vue dans À nos amours pendant 3 volumes, sans réel fil rouge. Parce que c'est un peu le problème de J.P. Nishi, c'est qu'il a du mal à créer des fils rouges dans ses histoires. On voit qu'il a quand même pas mal épuisé ses idées de départ et qu'il a du mal à un peu se renouveler, sachant que le début était très intéressant, comme je disais. Et là, bon, ben, c'est raconté de manière romancée, bien sûr. On va pas lui en vouloir pour ça. Mais voilà, si au début il arrivait à raconter l'histoire de sa femme, il y avait un fil rouge, enfin, en tout cas une histoire, une évolution. Après, bah, il sait plus trop, il fait des petites histoires par-ci par-là. Donc c'est pas si mal, honnêtement, c'est plutôt sympa. Je m'attendais vraiment pas à grand-chose. Je l'ai lu pour me dire qu'est-ce que je vais en faire. Et presque, même si ça fait de la redite avec les autres, en fait, je dirais presque que ça serait clairement à choisir entre les 7, le seul à garder en fait. Dans le sens où tu as un peu de tout le monde. T'as pas tout bien sûr, mais tu as un peu de tout et tu serais pas. Les 7, il y a de trop, il y a beaucoup trop. Mais là, d'avoir ça, ça fait presque un petit condensé en fait de sa vie de famille, de lui quand il était à Paris, de l'histoire de sa femme. Et je trouve que c'est le meilleur des 7 quasiment, ou alors à la limite on peut prendre le premier de sa trilogie à Paris, mais c'est tout. Donc voilà, une petite lecture sympathique, sans casser des briques, ça va être indispensable, etc. Vous connaissez la formule. Et ça c'était plutôt sympa. Donc voilà pour Ivre du Japon, donc de J.P. Nishi sur sa femme Karen Poupée Nishi. Je sais pas si ça intéresse des personnes, en tout cas je l'avais dans ma collection, je me suis dit allez, c'est le moment, il faut la lire, sinon tu vas jamais la lire. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, un autre titre que j'avais lu il y a déjà un moment, mais je me suis dit allez, on va en parler ce soir, parce que ce sera l'occasion de, de, de le faire. C'était Instant d'après, c'est un one-shot de Daisuke Imai. Alors, Daisuke Imai, j'en ai parlé, j'ai parlé de Paka, j'ai parlé, alors Paka c'était plus sur le podcast, mais j'ai parlé de Sensu, j'ai parlé de Destin Parallèle, et il a fait un one-shot en plus, et je l'avais lu en même temps, et j'avais écrit quelque chose, et j'avais un peu oublié, ou pas trop le temps de vous le présenter, et bien ce soir c'est le moment. Alors c'est un recueil d'histoires courtes qui ont toutes pour thématique la technologie. Et va se poser la question, bien sûr, de savoir si elle peut nous rendre heureuses ou améliorer notre quotidien. Donc, c'est 8 histoires qui vont nous proposer diverses situations, parfois plutôt bien trouvées, bien sûr, des fois un peu moins inspirées, naturellement. Et je vais vous donner quelques exemples pour comprendre. Par exemple, dans la première histoire, c'est basé sur la chance, c'est-à-dire que tous les jours, des gens reçoivent des points de chance et la chance peut être calculée. Et sauf que, bien sûr, tout le monde n'a pas les mêmes points de chance tous les jours, ou des fois d'autres partent avec plus de points. Mais selon la situation, ils peuvent jouer leurs points de chance immédiatement et le nombre qu'ils veulent pour avoir un avantage sur la situation. Et on va suivre l'histoire de 2 office ladies qui veulent une promotion et qui vont utiliser ces points de chance pour essayer d'obtenir cette promotion. Donc je trouvais déjà le concept était assez atypique, très sympa. Une autre c'était histoire, c'est par exemple, il y a quelqu'un qui cherche sa moitié en utilisant une application qui utilise l'ADN en pensant que ça va apporter le bonheur, donc côté technologie. Un autre exemple, c'est un garçon qui est amoureux d'une fille et il va utiliser un monde virtuel pour s'entraîner, déclarer sa flamme. Et le dernier exemple, c'est par exemple quelqu'un qui a la capacité d'ajouter des capacités à son cerveau, mais sauf que il a une capacité limitée et il va oublier des souvenirs jusqu'à peut-être même oublier ce qu'il était lui-même. Donc dans l'ensemble, moi, j'ai beaucoup aimé ce manga. Il y a un vrai effort d'être original dans la proposition. Il a des très bonnes idées, des mises en situation qui sont rapides et efficaces.
Et l'auteur nous montre qu'il est capable de poser un concept dans une histoire courte et nous proposer justement toute une variété d'histoires très prenantes. Alors j'adore les histoires d'anticipation, imaginer un peu le futur, ce que la technologie nous réserve, le pire comme le meilleur. Et du coup, les histoires font beaucoup penser à Black Mirror, sauf que le manga est sorti avant. Alors là, on n'est pas aussi pessimiste que Black Mirror, parce que Black Mirror est très pessimiste. Mais c'est vrai que si vous avez déjà vu Black Mirror, ça aura un petit peu moins d'impact sur vous aujourd'hui, parce que ce concept n'est plus nouveau. Mais à l'époque où Black Mirror n'existait pas, bon, mais le concept était assez novateur. Après, malgré tout, bon, ça reste du format court, donc peut-être que certaines histoires, il aurait pu développer encore plus si on lui avait laissé l'opportunité, même si d'elles-mêmes, elles se suffisent et sont parfaitement agréables et appréciables. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les protagonistes. En fait, le recueil, il mixe pas, il est assez mixte en fait. Il y a autant d'héroïnes que de héros en personnage principal. Et je trouve qu'il dessine beaucoup de personnages féminins qui ont beaucoup de charme, mais il les sexualise jamais, donc ça c'est très agréable. Et il y a une mixité justement dans les histoires. Il aime bien changer l'un et l'autre et pas se dessiner toujours des personnages qu'il préfère. Donc voilà, c'est franchement une bonne surprise. J'aime beaucoup son ambiance, le truc qu'il propose. Je trouve voilà, ça se démarque un petit peu du reste. Et pour un petit one shot, ça vaut le coup comment dire, d'essayer de le lire. Moi, je le conseille en tout cas. Donc c'est Instant d'après de Daisuke Imai. Et normalement, je crois que j'ai traité tous les mangas de Daisuke Imai qui sont sortis en France. Voilà pour celui-ci. Oula, petit coup dans, dans la caméra. On continue avec ce manga. Donc 13 nuits de vengeance. Donc les 2 volumes. J'avais acheté les 2 volumes depuis quelques temps, mais je ne les avais pas lus. Donc c'est du Kamimura. Et c'est toujours un plaisir en fait de retrouver Kamimura au dessin. On va commencer au début, il y a les belles pages couleurs, donc autant vous en faire profiter. Alors là, cette fois, on a du Kamimura dans un registre un peu inhabituel pour nous, c'est-à-dire l'horreur. Ce sont 13 histoires de longueurs très différentes, basées généralement sur des vengeances féminines, mais pas que. Donc avant de parler de son contenu, il faut savoir que le manga se distingue déjà par son histoire, puisque il n'y a jamais eu d'intégrale au Japon. Surtout, il y a eu des compilations, mais pas les 13 histoires regroupées dans 2 volumes. Et c'est grâce à un Italien, Paolo Lamarca, donc un éditeur italien dans son pays, qui a regroupé toutes les histoires et qui a même eu accès aux planches originales pour refaire la compilation. Et c'est sur ça que Kana s'est inspiré, il a repris directement l'édition italienne. Donc du coup, on a beaucoup de pages couleurs tout au long du récit qui sont qui arrivent au fur et à mesure de la lecture. Donc déjà, bravo pour ce travail incroyable au niveau de l'Italie et malgré tout Kana qui a repris cette édition pour faire profiter ses lecteurs de la meilleure édition possible de ce titre. Donc toutes les histoires se passent à l'ère Edo, c'est un mélange de légendes japonaises et de monstres, autres monstres du folklore japonais. Et presque toutes les histoires ont des scènes érotiques ou des scènes très imagées, mais qui restent très crues. Donc attention, ça reste pour un public un peu plus mature, même si il y a pas de, comment dire, c'est très explicite, même si c'est à la Kamimura. Alors j'avoue, quand je l'ai lu, j'ai pas été transporté par les histoires ou par le côté horrifique. C'est-à-dire que on raconte pas l'horreur déjà de la même manière qu'aujourd'hui. Hein. Là, c'est dans les années 70. Mais en plus, là, l'horreur se repose beaucoup sur des légendes. Et si on ne connaît pas les légendes, c'est un peu plus difficile, je trouve, de se sentir horrifié par ce qui arrive. Parce que voir un visage qui va se changer, etc., aujourd'hui, c'est plus des mécaniques qui vont faire peur. En tout cas, sur moi, ça ne fonctionne pas. Alors, il y a quelques histoires qui sortent du lot, bien entendu, mais j'ai pas ressenti une tension au fur et à mesure. Et les moments horrifiques m'ont un peu laissé de côté. Donc,
il y a quand même des planches qui sont assez malaisantes. Mais peut-être que des fois, la fin un peu brutale des histoires ou mon manque de culture ont joué là-dessus. Et ce qui fait que je l'ai lu, mais j'étais pas en mode waouh, c'était une excellente lecture de Kamimura. Alors, à la fin, il y a deux textes. Voilà, il y a des textes ici qui expliquent justement un texte sur les yokai. Donc ça, pour une introduction, et un texte qui explique un petit peu toute la genèse de l'œuvre. Donc ça, c'est cool qu'il les ait traduits, ça éclaire un petit peu plus sur tout ça, mais je pense qu'il aurait presque fallu ajouter une analyse à chaque histoire, c'est-à-dire un petit texte qui explique que voilà, cette histoire est inspirée de tel conte, telle légende, tel truc, ou si toi en tant que lecteur, tu as envie de te renseigner derrière, bah, tu pouvais. Alors que là, du coup, tu es un peu frustré parce que tu sais pas trop à quoi ça fait référence et tu sais pas trop à quoi, comment dire, où tu pourrais te dire, en fait, d'accord, l'histoire originale c'est ça et lui il a traduit comme ça pour mieux apprécier les histoires. Bonne soirée, Calice. Donc, c'est un manga, j'ai envie de relire plus tard et en connaissant cette fois peut-être plus comment dire, les histoires originales et en apprendre, enfin, on apprend quand même un peu plus sur tout ce qui est le répertoire Kaidan, donc tout ce qui est les histoires de fantômes ou les reprises de pièces de kabuki. Il y a même aussi Okusai et sa fille à l'intérieur en personnage. On a des personnages d'époque, donc voilà, on sent que c'est quand même très inspiré. Mais clairement, c'est presque un titre un peu trop pointu, je trouve, pour un lecteur occidental. Bon, malgré tout, ça reste plaisant. Je ne vais pas dire que c'est mauvais, moi c'est plutôt moi, mais ça manque d'accompagnement, malgré qu'il y ait un accompagnement. Je pense que l'accompagnement, il faut vraiment le faire sur les histoires en elles-mêmes. Euh, donc ça m'a pas marqué, mais on apprécie quand même le plaisir graphique de Kamimura et ce qu'il raconte. Donc la manière dont il raconte, donc ça reste quand même quelque chose que je suis content d'avoir, mais que je pense j'apprécierai en ayant conscience maintenant de quoi ça parle. Voilà pour, euh, pour ce titre. Le deuxième volume, c'est pareil, on est dans la même. Il n'y a pas de changement particulier. Voilà, voilà. Un peu avec pas mal d'érotisme, voire plus. Pour ce manga. Alors, un autre titre que j'ai lu mais que j'ai déjà revendu. Alors, pourquoi je l'ai revendu? Parce qu'en fait, j'avais déjà parlé dans une mangatech il y a longtemps. Et là, bon, en fait, je l'ai relu et je me suis dit, bon, l'histoire en soi, il y a des choses qui sont bien, mais il était déjà sur la sellette et je me suis dit, c'est pas utile que je le garde. Et donc là, je vais vous parler justement de ce titre, c'est My Way. Alors j'ai trouvé une version numérique, du coup vous allez voir une version numérique de My Way. Voilà. Donc My Way, je lui ai donné sa seconde chance. Donc en gros, la première fois que je l'avais lu, j'avais beaucoup apprécié l'appel à l'aventure du manga et pas le côté un peu grotesque de certains personnages ou le fan service qu'il y avait à l'intérieur. Et j'ai voulu donc me le relire pour me faire une idée. Et là aujourd'hui, voilà, vous avez compris que si je l'ai revendu déjà, c'est que je suis resté cette impression-là, mais malgré tout, ce manga a quand même des qualités. Alors je rappelle l'histoire rapidement, c'est que c'est la jeune Fumiko qui est là, voilà, la jeune Fumiko qui est championne d'arts martiaux, c'est une petite fille de pêcheur, elle va découvrir que des pirates existent grâce à l'héritage de son énigmatique grand-père. Et à ce moment-là, en fait, il y a des vrais pirates qui arrivent et par la force des choses, Funako va se retrouver à aller chercher une île, enfin un trésor sur une île secrète et partir à l'aventure. Donc en gros, c'est le manga One Piece version réaliste. Voilà, si on devait le résumer un peu bêtement. Donc ce qui est intéressant dans ce manga, c'est le côté aventure que ça va proposer. Puisqu'au début, elle est tranquillement, elle vit avec son père, puis son père est veuf. Et en fait, à travers tout le manga, je vais peut-être passer à partir du moment où ils vont en mer, parce que sinon, ça met un peu de temps, ça met quelques volumes à aller en mer. Et donc, du coup, en fait, à travers ce voyage, ça va être surtout une quête initiatique
pour que Funako trouve en fait ce qui va la faire rêver et lui donner un but dans la vie, même si ça reste une jeune adolescente de 15 ans. Et ce manga, c'est vraiment une ode à la liberté. C'est oh, c'est vraiment le côté prendre le large pour aller vers l'inconnu. Euh, et, et c'est vrai que il y a ce côté piraterie qui s'en dégage, l'image de la piraterie, de la liberté de décider par soi-même et de ne pas respecter en fait des codes imposés par la société. Alors ici, on a quand même une héroïne qui se laisse pas faire. Elle est quand même assez rentre dedans, elle sait se défendre et tout, donc ça fait plaisir. Même si elle peut être hésitante, elle sait taper quand il faut taper, elle sait se défendre. Donc ça c'est cool. Pendant l'aventure, ils vont en fait avoir des événements météorologiques improbables, extrêmes, mais qui existent. Ça, à l'époque, j'avais découvert, j'étais fait waouh, mais ça n'existe pas ce truc, c'est pas possible. Et tu le tapes sur internet, tu fais ah si, ça existe, incroyable. Et tu fais je savais pas. Et on voit que l'auteur, il s'est clairement bien renseigné sur le côté très marin. Hop là, voilà. Parce qu'en fait, il y a énormément de termes marins qui sont utilisés et retranscrits. Il y a un vrai vocabulaire qui est utilisé dans le manga. Mais ça va aussi retranscrire les croyances sur la mer, sur les créatures de la mer. Donc c'est l'aventure, la découverte. En fait, ça sonne vraiment comme un appel à prendre le large, à découvrir l'inconnu. Et je trouve que ben, c'est un pari réussi, clairement. C'est un manga qui donne, enfin, qui donne envie. En tout cas, qu'on a envie de suivre et de suivre l'aventure et de voir s'il y aura cette chasse au trésor, en tout cas si ça va arriver à son but. Là où ça pêche un petit peu, c'est les personnages. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de personnages hauts en couleur. Et des fois, même un petit peu ridicules dans certains agissements. Alors oui, ok, ils ont leur personnalité, mais il y a des moments, genre, il y a les catcheurs, ils chopent des culottes de la nana, et ils passent tout le manga avec les culottes sur la tête, quoi. Des fois, tu vois, ouais, c'est bon, on passe à autre chose. Il y a un côté très parodique, notamment le mec qui est jaloux, là, le copain de, on va le voir au début, là, le mec de Funiko, là, enfin, bah, c'est un gars qui travaille à l'entraînement de karaté avec elle. Et en fait, il a kiff, mais il est très maladroit. Attends, j'essaie de le retrouver s'il y est. Ouais, c'est lui là. C'est lui. Et donc lui, bon, c'est très théâtral. Enfin, il y a des moments, c'est un peu lourd. Il y a des moments, il y a des personnages assez classe, c'est cool, ça le fait bien. Mais il y en a beaucoup, c'est un peu relou. Et surtout, voilà, les plans culottes en permanence, les positions hyper tendancieuses, tout le temps des coups de pied sous la jupe. Je ne sais pas si je vais en trouver d'autres. Vraiment, voilà. Ou alors, je te tripote les nichons. Elle-même, en fait, quand elle est, voilà, le plan où on voit la culotte, elle-même, quand elle est excitée par l'aventure, elle se tripote les nichons comme ça, et tu fais, pourquoi tu fais ça? C'est ok, ok, c'est pour les garçons, le magazine de prépublication, mais c'est bon là, ils se toucheront la nouille sur autre chose quoi. Et voilà, le plan culotte à gogo, et ce n'est que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vraiment dommage parce que l'histoire en soi, elle est plutôt cool. Vous voyez, les planches sont bien et tout. Voyez, regardez le plan là, juste sur les nichons de la meuf quoi. Vraiment, vraiment, c'est que ça quoi. J'essaie de trouver d'autres trucs s'il y a autres choses. Voilà, regardez, le truc avec la mini-jupe et juste la culotte ici. Donc c'est que des trucs comme ça. Voilà, et donc Funako, voilà, tu la verras dans toutes les positions. Vous allez pouvoir l'admirer dans tous les angles. Et à un moment, il y a même une planche où elle est dans l'eau et tout est transparent et tout. Et en fait, comme la première lecture, j'ai saturé de ce truc. C'est tellement gratuit en permanence qu'au bout d'un moment, c'est même pas agréable. Enfin, alors, on va oublier le fait qu'elle ait 15 ans hein, dans le manga, d'accord. Bon, ça, oublions cette notion-là. Mais à la limite, tu dis, ouais, bon, c'est rigolo, il y a une culotte, c'est mignon. C'est bon là, ça fait la 800e culotte que je vois depuis le début du manga. Alors le maillot à la limite ça passe. Alors, sa copine là avec des nichons XXL, pareil c'est beaucoup. Voilà, allez, l'exemple parfait. Pourquoi les filles n'existent qu'à travers leur corps dans ce manga. Donc on va dire que plan culotte, l'autre qui remet sa culotte. Putain, mais qu'est-ce que t'as, quoi? Je te jure, à la fin, j'en pouvais plus. J'ai dit, oh, arrête, arrête. Donc, en soi,
malgré tout, ça reste une lecture que je recommande pour son histoire, pour les événements qui se passent. C'est fluide, c'est bien dessiné, c'est prenant jusqu'au bout. Par contre, c'est pas un titre que j'ai voulu garder à cause de tout ça. Et ça m'a, au bout d'un moment, ça m'a tellement sorti de ma lecture que je dis, ah, c'est bon, là, ça me saoule total. Hop là, je vais te décaler. Ça me saoule total. Ouais, allez, j'ai zappé encore. Mini-jupe, truc dessous. C'est que ça. Voilà, t'as une scène où on voit pas sa culotte. C'est incroyable. Donc voilà, à vous de voir si ça vous tente. Mais voilà, pour ceux qui aiment les culottes, là on est vraiment, c'est comme le Ayako refait de Tezuka, hein. C'est culotte sur 20 hein, ce manga, hein. Vraiment, vous pouvez y aller, vous allez vous régaler en termes de culottes. Mais en tout cas, l'univers, le truc est quand même très cool dans l'ensemble. Donc j'étais vraiment mitigé à devoir revendre cette série parce que d'un côté, j'aime bien l'aventure, même si elle met un peu de temps, il y a quelques longueurs, il y a quelques trucs, c'est pas parfait. Et de l'autre, totalement pourri par ce choix esthétique, je dirais. Voilà, donc je vois qu'en tout cas, votre cœur balance dans le chat. Régalez-vous. Donc, ouais, non, je voulais pas perdre autant de culottes dessinées aussi bien. Mais finalement, je me suis quand même décidé et cette série ne fait plus partie de ma collection aujourd'hui. Et je ne le regrette pas. Allez, on continue. Donc, j'ai lu un manga de Kengo Shinzo que j'avais dans ma collection. Ah ben là, niveau fan service, c'est tu peux pas faire mieux, hein. Je veux dire là, c'est plutôt bien. Après, soit on est dans l'extravagance où c'est des décolletés comme ça avec des nichons qui ressortent et on voit pas le bout, soit voilà. Mais là, on est vraiment dans le truc pile poil quoi. Régalez-vous. Vous savez à quoi vous attendre en tout cas. Kengo Shinzo, le jour du typhon, donc c'est sorti il y a quelques temps, mais je ne l'avais toujours pas lu. Et donc je lui dis, bah, on va en parler rapidement. Donc c'est un recueil d'histoires courtes. Donc vous avez les titres ici. Donc cette histoire est créée entre 2008 et 2012. Et le début, j'ai trouvé ça assez cool au niveau des histoires. Alors, je sais qu'il n'est pas très aimé de la collection Shinzo. Et le début, j'ai trouvé ça voilà, plutôt sympa. Et effectivement, dans la première partie, c'est pas mal, mais dans la deuxième, ça a un peu plus de mal à tenir la route. Mais comme il dit lui-même, ces petites histoires courtes, c'est un terrain d'expérimentation. On avait déjà pu voir avec le recueil Holiday Function. Beaucoup d'expériences, de petites histoires. Il se fait plaisir à dessiner ce qu'il a envie. Et ici, ce sont un peu ces histoires de jeunesse, on va dire. On voit d'ailleurs sur certaines, alors ce ne sont pas dans l'ordre chronologique, mais on voit sur certaines que son trait n'est pas encore affirmé. Là, il est affirmé, mais sur d'autres, voilà, comme celui-ci, on a un trait qui est déjà beaucoup moins affirmé par rapport à ce qu'il sait faire. Je vais faire ça. Donc par exemple, si je vous résume vraiment les histoires d'une ligne, mais vraiment c'est le premier, c'est genre un monstre qui grandit en buvant de la bière. Le deuxième, c'est un mec en cavale qui atterrit chez un manga karaté et que le mangaka le supplie de le laisser travailler pour finir son histoire. Le troisième, c'est une chatte donc, qui se transforme en fille et qui devient dominatrice avec son maître. Celle-là, j'ai beaucoup aimé cette histoire-là, elle était très très drôle. Voilà, c'est celle-ci. On a donc un extraterrestre qui se fait passer pour un frère, donc ça rappelle un petit peu Tokyo Alien Bros. On a une virée en pédalo, voilà, qui un peu what the fuck avec un homme qui a tout perdu. On a la recherche d'un appartement interminable avec une nana qui veut un peu tout, un peu trop de choses. Et après, on a une inondation vécue par deux branleurs, clairement. Et voilà, donc c'est des histoires voilà, sympathiques. Il y en a une que j'ai beaucoup aimée, il y en a deux, trois qui sont sympathiques, et le reste qui sont oubliables. Donc c'est dommage que l'auteur, à la fin, il fait des commentaires, mais des commentaires à deux balles. Et franchement, c'est dommage qu'il fasse pas des meilleurs commentaires pour apprécier ces histoires-là. Limite, on a un peu l'impression que c'est plus une volonté de l'éditeur de l'avoir sorti. Donc c'est pas un indispensable si vous aimez, enfin si vous voulez lire du manga. Si vous adorez l'auteur, bon, ben, ça fait partie de la collection, mais c'est pas le manga à acheter en priorité. Merci Lilleur d'être resté. Bonne soirée.
Voilà pour celui-ci. Alors, je reste pas plus, hein, parce que ça reste un petit one-shot hein, là-dessus. Et donc on va pouvoir, alors j'ai pas pris de notes, je crois pas avoir pris de notes, non, parce que je suis un peu idiot des fois, et j'oublie, je lis un truc et je me dis, oh c'est bon, je prendrai des notes après, je fais ça là, vite fait et tout, et en fait j'oublie totalement de prendre des notes, et puis ça y est, je passe à autre chose. Alors c'est pas grave, parce que du Kengo Shinzo, j'ai acheté tout ce qui est sorti là. Alors j'ai pas la petite maison parce que je l'ai pas demandé, mais j'ai lu bien sûr le Hirayazumi numéro 6. Donc toujours très cool de retourner découvrir les personnages. Tous les personnages avancent un petit peu au fur et à mesure. Le seul point que je regrette, c'est que j'espère que la série quand même ne fera pas 3 millions de volumes. Et ce que je regrette surtout, c'est la pagination. 158 pages. Et je trouve que, bon, il vaut quand même 13 balles. 160 pages, c'est un peu la limite, quoi. Enfin, t'as 6 volumes, mais en réalité, il aurait pu en faire 5 de 180. J'ai un peu l'impression de payer ce volume-là. C'est celui que tu offres à l'auteur, quoi. Tiens, prends mes sous. Et c'est vraiment peu, et ça, c'est un truc qui me refroidit pour avoir des versions physiques, des fois en me disant, ouais, enfin, c'est bien, mais que des bouquins de 160 pages, vas-y, fais-moi un peu mieux, quoi. Donc un effort à faire sur la pagination, mais bon, c'est pas les armoires qui choisissent, c'est l'éditeur. Et ça, on l'avait vu, il y a beaucoup d'éditeurs maintenant qui sont, comment dire, qui s'en foutent en fait. Enfin, les éditeurs japonais maintenant, ils ont réduit la pagination et ils te le vendent au même prix, et je trouve ça dommage. Moi, j'ai un peu de mal à adhérer à ça. Donc si c'est une tendance qui généralise, je sens qu'après, je me contenterai d'une version numérique illégale, parce que de toute façon, il n'y en a pas chez les armoires. Mais il va falloir faire un effort. Pour l'instant, je continue à acheter Shinzo parce que j'aime Shinzo. Mais bon, il ne faut pas que ça abuser là-dessus. L'autre, c'est le one-shot No Reaction. Et comme tu dis, ça devient la norme et c'est triste. Donc No Reaction, très très cool comme recueil d'histoires courtes. Là, ce sont ces dernières qui sont sorties. Alors, je n'ai plus tout en détail dans les histoires parce que j'ai rien noté. Mais on avait quoi là? Oui, on avait un copain un petit peu excentrique, on va dire. Donc ça, c'était pas mal. On avait ouais, une histoire voilà, de mec en pleine guerre qui boit de l'alcool au risque de se faire repérer. On avait ouais, une histoire avec une jeune fille qui se laisse faire repeindre enfin, ses ongles là, sa manicure. Des parents qui ont la maladie, le syndrome de Diogène, qui cumule beaucoup d'objets. On a, ça c'était quoi déjà? Celui-là je me rappelle plus, elle m'a pas marqué, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, voilà, on a une suite à Tokyo Alien Bros. Donc ça c'était très sympa. Alors c'est mieux de connaître la série originale, bien entendu. On a un petit hommage à Taiyo Matsumoto, donc ça c'est cool aussi. Et on a une petite histoire assez touchante sur son séjour à l'hôpital quand il avait eu son cancer. Et ça, on l'avait déjà abordé sur la chaîne avant cette histoire, mais on voyait clairement que dans Mauvaise Herbe, il était dans une mauvaise passe, et Rayazumi, c'est un côté beaucoup plus lumineux. Et donc ça, c'est très, très cool. Et d'ailleurs, dans le truc de Matsumoto, ça, on l'a pas encore vu parce que c'est dans le prochain Angoulême, ça sera l'année prochaine. Mais on voit qu'il y a des petits hommages. Par exemple, vous voyez, dans le ciel, là-haut, il a fait un petit dauphin. Donc j'ai vu ça, ça m'a fait penser à Matsumoto de suite, hein. Tu sens que voilà, il met ses petits trucs parce qu'il adore Taiyo Matsumoto, bien entendu. Donc voilà, un premier Kago. Moi, je pense qu'Hirayazumi, c'est un très très bon porte d'entrée. Bon, il y a 6 volumes, certes, mais c'est un très bon porte d'entrée. Sinon, Tokyo Allen Bros. Voilà, je conseillerais ces deux. Donc j'ai acheté aussi sa série, La Planète Verte. Donc c'est une série en 4 volumes. Et comme il avait expliqué Angoulême, c'est pas une série où il est le plus fier. Parce qu'en fait, c'était un rythme hebdomadaire. Il n'était pas fait pour ce rythme-là. Il avait du mal à suivre la cadence. Donc il n'est pas ultra fier. Maintenant, il disait aussi que Tokyo Line Bros, il avait plus trop d'idées, qu'il trouvait que ça perdait en qualité. Donc il avait arrêté. Donc je ne sais pas si ça, comment dire, sa vision, on va dire, de l'image qu'il a de lui-même est très bonne. Et donc la planète verte, ce sont des livreurs de l'espace qui se retrouvent coincés sur une planète avec des sortes de grenouilles.
qui essayent de survivre un petit peu comme ils peuvent. Et au bout d'un moment, ben, ils décident d'explorer la planète et de commencer à trouver comment dire, à explorer des endroits et ils trouvent des personnes, enfin en gros un peu chelou cette planète. Moi j'ai beaucoup aimé, je sais qu'il y en a d'autres qui ont dit ouais, enfin j'ai pu voir des retours, ouais c'est pas ouf et tout. Pour l'instant moi j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Alors peut-être aussi parce que peut-être que je connais un peu plus le contexte de création de l'œuvre, mais je trouve que c'est prenant. J'ai bien envie de savoir comment l'histoire va évoluer. Ça, il y a un côté qui est très rigolo. Et je sais pas, moi j'ai en tout cas, j'ai envie de lire la suite et j'ai envie de lire les 3 ou 4 volumes. Je sais plus combien il y en a. Est-ce que ça vaut le coup sur 4 volumes? Je ne sais pas, mais j'achèterai la suite. Et puis au pire, bah, je sais que ça sera peut-être la série la moins intéressante, mais c'est pas pour autant que moi j'ai pas passé un bon moment. Et en tout cas, j'ai pas été déçu. Je sais qu'il y en a certains ont été déçus, ils attendaient peut-être autre chose. Et là-dessus, voilà, moi le côté un peu what the fuck, un peu foutraque, et tu sens que peut-être tout n'est pas encore défini dans son univers, c'est pas grave. Ça me fait un peu penser à des univers à la Matsumoto où tu découvres des trucs, tu sais pas trop ce qui se passe, mais on s'en fout, c'est le plaisir de se laisser embarquer dans un univers inconnu. Voilà pour la planète verte.